Bonjour, mon nom est Maryse Gagné, professeure à l'UQAM. Le titre de ma présentation aujourd'hui est l'éducation artistique holistique, outils de transformation personnelle et sociale. Alors que nos sociétés occidentales peinent à offrir des repères signifiants à la jeunesse, notamment à cause de l'affaiblissement des modèles verticaux, et de la disparition graduelle des pratiques structurantes, force est d'admettre que les adolescents d'aujourd'hui trouvent plus difficilement comment faire face à la pression sociale, comment se situer par rapport à des valeurs et croyances souvent conflictuelles et comment répondre à leurs questions existentielles. Malheureusement, ces questions qui animent les jeunes sont peu abordées actuellement en milieu scolaire et aussi, elles ne sont pas plus abordées dans la recherche en enseignement des arts. Si on ignore ces questions à l'école, les jeunes trouveront inévitablement des réponses ailleurs, mais sous une forme plus ou moins dogmatique et au risque de subir une emprise de la part de ceux qui fournissent ces réponses. L'école doit participer en les amenant plutôt chacun à élaborer des réponses aux questions que leur vie leur pose au quotidien. En ce sens, la pédagogie artistique holistique, qui inclut la spiritualité, entendue ici comme la conscience que la vie a du sens, que chacun peut y trouver un but qui transcende son conditionnement physique et culturel particulier. Elle apparaît comme un mode de connaissance et d'expérimentation privilégié de soi, du monde et de notre relation avec lui. Une approche holistique peut permettre aux enseignants de répondre aux désirs des jeunes, de trouver un sens et une valeur à leur vie. Donc, elle leur permet par un programme d'approche intégrative axé sur le développement de toutes les dimensions de l'apprenant, intellectuelle, physique, affective, esthétique, sociale et spirituelle. Cette approche a le pouvoir d'aider les élèves à construire le sens de leur vie tout en développant la tolérance et l'ouverture à celui des autres. Pour toutes ces raisons, elle nous apparaît comme un remarquable outil de transformation sociale et de connaissance existentielle. C'est pourquoi nous, Christine Fauché, professeure à l'UQAM et moi-même, nous avons mis sur pied une communauté de pratique formée d'enseignants spécialistes en art dans le but de comprendre, de développer et de consolider des stratégies qu'ils mobilisent pour contribuer à cette importante quête de sens des jeunes. Merci. Bonjour, je m'appelle Dominique Rey. Je suis une artiste en art actuel et professeure en beaux-arts à l'Université du Manitoba. En 2017, j'ai eu la chance de diriger un projet de co-création nommé Percevoir, couper, rassembler, qui réunit 8 francophones de diverses origines vivant au Manitoba. Échelonné sur 3 mois, ce projet de médiation culturelle fut avant tout un espace de réflexion et d'échange sur la francophonie par l'entremise de l'art actuel. Pour respecter le processus de co-création, ni le projet ni la forme finale furent prédéterminés. Dans nos échanges initiaux sur la francophonie, les participants ont fait ressortir des mots-clés tels que attachement, diversité, accueil, résistance, espoir. Ces mots ont pris des formes physiques que les participants ont contextualisées dans des mises en scène photographiques où le sens était souvent renversé ou ambigu. À la suite, les participants ont créé des photos qui représentaient pour eux ce que c'est de vivre sa culture et sa langue. Leurs résultats furent intimes et personnels. Ils partagèrent cette banque d'images entre eux pour ensuite créer des collages. Nos discussions ainsi que les thèmes que nous avons abordés ont également inspiré leurs œuvres. Par la photographie, le découpage et la recomposition de ces éléments, les participants ont su évoquer la richesse de leur diversité francophone, reflétant une francophonie métissée. Leurs œuvres ont fait ressortir les réalités complexes de vivre en tant que francophone au Manitoba aujourd'hui. Ce projet fut possible grâce à une initiative de la FCCF en partenariat avec la Maison des artistes visuels francophones, l'Accueil francophone, Pluriel et le Centre Turbine. Je tiens à remercier Brigitte Dorche et Yves Amiot pour leur accompagnement. Finalement, je suis reconnaissante envers chaque participant qui s'est donné pleinement à ce parcours de co-création, pour leur rencontre authentique de l'un envers l'autre et par ce biais, la découverte de soi. Merci. Bonjour, mon nom est Sylvie Fortin, professeure à l'Université du Québec à Montréal. Je suis porte-parole de 7 chercheurs en danse et en réadaptation affiliés aux 4 universités montréalaises.
Nous sommes intéressés par la danse comme activité artistique et inclusive, pouvant contribuer au mieux-être de personnes avec des défis particuliers. Nous avons développé 6 programmes de danse avec et pour des enfants qui ont la paralysie cérébrale, des adolescents qui des enfants qui souffrent de problèmes de neurovision, des personnes âgées, des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des adultes en réadaptation de déficience physique et des femmes ayant connu l'itinérance. Des outils qualitatifs innovateurs ont montré que les professeurs de danse, avec des formations et des expériences fort différentes, ont mobilisé diverses stratégies pédagogiques pour adapter leurs activités aux conditions motrices et cognitives spécifiques des personnes participantes. La dimension artistique des activités a contribué à l'inclusion, notamment par l'invitation à s'approprier les mouvements de façon personnelle et à ajouter sa propre couleur gestuelle aux chorégraphies, ceci pour donner l'occasion à chacun et à chacune de sentir la richesse de sa présence distinctive dans le groupe. Les approches pédagogiques mettent de l'avant non pas des valeurs esthétiques, mais plutôt des qualités expressives, ce qui réduit les possibilités de discrimination fondées sur les capacités motrices ou cognitives. Après 12 semaines, nous sommes tous passés à l'action. Thème de ce colloque, nous nous sommes tous mobilisés par une représentation publique au Théâtre des Grands Ballets canadiens, notre partenaire, comme vous pouvez voir derrière moi. Cette mobilisation avait pour but de témoigner au grand public de la contribution de la danse au mieux-être individuel et collectif. Merci. Bonjour, je suis Marcelle Dubé, je suis professeure associée à l'Université du Québec Chicoutimi et aussi chercheure à l'Observatoire des médiations culturelles. La grande thématique de ce colloque, se mobiliser par l'art, pose la question centrale: comment les pratiques artistiques, muséologiques et éducatives appellent-elles l'action? Donc, pour y répondre, je vais m'appuyer sur les recherches que j'ai menées dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, visant à répertorier les pratiques de médiation culturelle mises en place, et aussi sur 2 projets, celui de l'École nationale d'apprentissage par la marionnette et les moments créatifs du Musée d'art contemporain ici à Montréal. Donc, qu'est-ce qui m'a frappé sur ces différents terrains dans ces projets relativement à cette mise en action? Des conditions minimales de départ à réunir, soit l'idée première que tous et toutes disposent des capacités à créer, l'importance de donner un accès pour que ce potentiel créatif puisse s'exprimer, s'exécuter, que l'espace offert et la démarche mise en place favorisent l'expression singulière de tous et toutes. Le non-jugement, l'ouverture et l'accueil sont aussi des conditions à réunir qui vont favoriser cette expression, cette liberté dans l'exécution. La prise en compte des différentes temporalités est aussi nécessaire. Elles sont la toile de fond de cette mise en action. Vue comme une sorte d'itinérance, elle se découpe en plusieurs phases qui s'emboîtent l'une dans l'autre, l'une après l'autre, l'une avant l'autre. Les effets ressentis et générés dans ces projets, un sentiment d'accomplissement, une grande fierté, le plaisir croît avec l'usage et développe des fois même une addiction. L'art est générateur d'un mieux-être. Il permet de se connaître et d'exister, d'avoir une voix, de s'exprimer, d'être une parole, de se développer et de se comprendre et de mieux aller à la rencontre de l'autre. En somme, l'action dans l'art, c'est le croisement du voir, du sens et du faire qui coexistent et qui créent du dire dans l'expression artistique. Merci. Bonjour, Noémie Ménien, médiatrice culturelle et coordonnatrice du projet Accessibilité des musées au public marginalisé, des outils adaptés, aux côtés d'une équipe de recherche composée de Ève Lamoureux, Francine Saillant, Fanny Lévy, ainsi que Éric Giroux, René Binette, Lourdes Rodriguez del Barrio et Patrick Fougerolas, et encore Catherine Dubé sans façon. Amorcé en 2018, le projet s'illustre par la collaboration d'acteurs et d'actrices des milieux universitaires, culturels et communautaires. Il propose des expériences culturelles à des groupes vivant des situations d'exclusion sociale, et notamment vis-à-vis des institutions muséales et culturelles, situations liées à leur handicap, à des enjeux de santé mentale ou en raison de leur origine ethnoculturelle.
Ce projet s'est déroulé sur 2 années, en plusieurs volets, impliquant les groupes au-delà de la seule expérience culturelle. Consultation des groupes concernés, sorties et activités de médiation culturelle dans et hors le musée, évaluation participante, réflexion critique par rapport à l'accès aux arts et à la culture. Le projet s'est inscrit aussi dans le contexte particulier d'une exposition d'histoire et de société à l'écomusée du Fier-Monde intitulée « Interreconnaissance, une mémoire citoyenne se raconte ». L'exposition présentait des objets et des témoignages issus de l'histoire sociale québécoise. La trame de l'exposition mettait en valeur le discours polyphonique des groupes qui étaient représentés, c'est-à-dire des citoyens et des citoyennes engagés dans la défense des droits des personnes. C'est animé par la même volonté que les activités de médiation se sont déroulées sous forme de visites guidées, de groupes de discussion et de co-création de portraits. Dans tous ces cas, il s'agissait de recueillir la parole ou l'image et souvent l'intégrer à l'exposition. Ainsi, d'une visite à l'autre, le récit s'enrichissait. De même, les portraits réalisés ont été intégrés à l'exposition. Dans le cadre de ce projet, les pratiques éducatives, les pratiques muséographiques et les pratiques artistiques ont suscité la mobilisation à différents niveaux pour les participants, pour l'équipe de recherche et pour l'équipe du musée. Honorer l'histoire communautaire dans les mots de ses acteurs et de ses actrices, reconnaître l'autre en le représentant, prolonger la réflexion sur des enjeux qui nous concernent directement, témoigner de sa réalité, et enfin, pour nous, chercheurs, résumer cette expérience muséale sous forme de guide intitulé « Médiation culturelle, musée et pratiques diversifiées » et de le transmettre, ou de moins de transmettre les meilleures pratiques à d'autres. Merci. Bonjour, je m'appelle Simon Zagari et je suis le responsable de la collection des Impatients. Donc, les Impatients est un centre de création et de diffusion en art hors normes, singulier et brut, dont la principale mission est de venir en aide à des personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Donc, on parle de 850 participants par semaine dans 21 ateliers. Au cours des 30 dernières années, plus de 15 000 créations faites en atelier ont été recueillies et conservées. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est bien sûr de poursuivre ce travail et de m'assurer du rayonnement de la collection. Donc, comme on peut le voir dans le cadre de ce colloque, il y a beaucoup de projets, il y a de nombreuses façons, je pense, de se mobiliser par et pour l'art, mais en tant que conservateur et que spectateur, l'action qui me semble importante et qui a retenu plus mon attention est simplement celle de regarder. Selon la mécanique quantique, le fait même d'observer un système le change inévitablement. Autrement dit, il n'y a pas d'observation passive. D'ailleurs, en sciences comme en culture, on parle de chercheur. Or, un chercheur est justement le plus souvent quelqu'un qui observe, qui analyse et qui essaye de comprendre le monde qui nous entoure. Donc, porter un regard sur des créations de personnes qui n'ont habituellement pas cet espace est donc un premier pas pour démystifier, selon moi, les problèmes de santé mentale, mais aussi et surtout une façon de voir et donc de repenser notre société sous un autre angle. Finalement, conserver et diffuser ces créations est un moyen, je pense, de donner à voir aux générations présentes et futures une approche picturale authentique qui se veut le reflet de notre société, tout comme celui de notre histoire. Et aussi simple que cela puisse paraître, je pense donc que regarder ce qui a été fait et ce qui se fait encore aujourd'hui nous permet donc d'apprendre, de questionner et de construire notre patrimoine. Merci. Bonjour, je suis Hélène Duval de l'UQAM et je vous présente le projet La danse pour tous en contexte éducatif, stratégie pour une approche inclusive, un projet que j'ai réalisé avec mes collègues Caroline Raymond, Delphine Audier-Guedge, Caroline Charbonneau et Citlali Jiménez. À l'heure actuelle, les enseignants de danse doivent tenir compte de l'hétérogénéité des élèves en adaptant leurs interventions en milieu scolaire. Mais il y a peu de littérature sur le sujet. Voilà pourquoi notre équipe a réalisé une étude financée par le CRSH. Elle vise à décrire et comprendre comment les enseignants spécialistes en danse au Québec s'y prennent pour répondre aux besoins de tous les élèves et les mobiliser dans une perspective inclusive.
31 enseignants de danse ont été interrogés et 5 observés en classe. Je vous présente ici les stratégies didactico-pédagogiques et identitaires d'Alice au premier cycle du primaire, dans un groupe classe dit ordinaire dont plusieurs élèves sont en situation de handicap ou présentent des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Alice considère ce groupe difficile à gérer, mais elle adapte ses interventions. Très engagée dans son milieu, elle collabore étroitement avec les ressources spécialisées de son école. Elle fonde ses actions sur des valeurs inclusives de valorisation de l'élève, d'adaptabilité, de respect, d'égalité et de reconnaissance de l'expertise de tous. Ces valeurs se reflètent dans 7 stratégies inclusives en classe, 3 de nature didactico-pédagogique. Ajuster sa corporéité pour créer une complicité avec les élèves et mieux communiquer les savoirs de la danse, co-construire le sens en interagissant avec les élèves avec ouverture, logique et clarté, les faire jouer pour qu'ils s'engagent dans l'apprentissage du mouvement. 4 stratégies sont de nature identitaire. Sensibiliser les élèves aux besoins d'aide des camarades, faire appel à l'empathie des élèves pour les éveiller à l'esprit de collaboration, encourager les élèves à écouter leurs camarades pour mieux travailler en équipe sur une séquence dansée, ou encourager la solidarité entre les élèves et les sensibiliser à la différence. Ces 7 stratégies favorisent le développement d'alliances éducatives pour que tous les élèves se mobilisent de manière inclusive par la danse. Merci. Bonjour, je m'appelle Rebecca Lemay-Perroux, je suis candidate au doctorat à l'UQAM et chargée de cours à l'UQTR. Comment les pratiques muséologiques appellent-elles à l'action des publics issus des communautés culturelles? D'abord, commençons par une mise en bouche statistique. Selon les projections démographiques, en 2036, près d'un Canadien sur 2 sera immigrant ou enfant d'immigrants. La survie des musées dépend donc nécessairement de l'inclusion des publics issus des communautés culturelles. Et selon moi, et je reprendrai ici le conseil de la muséologue Ruth Phillips, c'est en développant des amitiés avec les milieux associatifs qu'il sera possible de relever ce grand défi d'engager la participation de tous les publics issus de la diversité. Et qu'est-ce que j'entends par amitié interinstitutionnelle? D'abord, elle commencera timidement par des relations formelles, avec son lot de démarches qui paraîtront longues et fastidieuses en comparaison des réalisations, souvent des événements de courte durée, comme cette collaboration du Crédil avec le Musée d'art de Joliette situé dans la région périurbaine de Lanaudière. Le projet Les Nouveaux Médiateurs a fait de nouveaux arrivants des guides animateurs le temps d'une seule soirée. Ayant été au préalable formés en médiation culturelle par des professionnels du Musée d'art de Joliette, c'est à travers leurs yeux et leur culture qu'ils ont présenté les œuvres de leur choix, parmi celles exposées au musée. Que de ressources mobilisées pour un événement de 4 heures. Mais tranquillement, avec le temps, ces collaborations se multiplieront et deviendront de plus en plus faciles, car tout deviendra prétexte à un coup de fil informel pour la co-création de projets communs. Tel fut le cas à la suite de la mort tragique de l'Atikamekw, Joyce Echaquan, lorsque le mage a contacté le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Quelques jours ont suffi pour mobiliser différents acteurs de la communauté dans la réalisation d'un événement hommage et de réconciliation qui a culminé avec le dévoilement d'une murale peinte par l'artiste Eroma Ewashish. En guise de conclusion, l'amitié interinstitutionnelle s'incarne dans la durée d'une relation ancrée dans la confiance mutuelle qu'ensemble, on peut poser des gestes pour le développement des communautés et de tous les individus qui la composent. Merci.